La fleur de l'Ampole a traversé l'Atlantique. 17 jours depuis Bissau en Afrique. Après une année passée avec les peuples Imragen de Mauritanie et Bijogos de Guinée-Bissau, la fleur et son équipage sont en Guyane pour rencontrer les Amérindiens Wayana et Galinas. Depuis août, le bateau attend son nouvel équipage de 8 jeunes qui doivent arriver de métropole. Arrivés à bord, la première tâche des jeunes est de s'amariner. J'ai pas encore vraiment appris, donc tu vois, je sais pas trop encore. Lever les bouts, ça va. Chacun doit apprendre la fonction des cordages d'un bout à l'autre du bateau. Avant toute manœuvre, il faut mettre le moteur en marche. Alors là, on éteint le chargeur, là. Ouais. Alors là, tu regardes si c'est bien calé. C'est comme ça. Donc, si ça fait du bruit, c'est que c'est bon. Ok. Après, tu ouvres le robinet en croix. Hein. Ouais. Yann, seul enfant de l'ancien équipage, apprend à Delphine, Benjamin du groupe et passionnée d'écologie, les règles de la mise en route. Après, t'as un petit robinet là. Tu prends et tu... Il faut faire très attention à tous les engrenages, parce que bon, c'est un guindeau qui est très puissant. Si tu mets ton doigt là-dedans, ben, ton bras il passe entièrement s'il n'y a pas quelqu'un qui arrête. Fabrice, le second du capitaine, met en garde contre les dangers de l'utilisation du guindeau. L'ancre est remontée, on hisse les pavillons, le départ approche. Ce qu'il va falloir faire, c'est hisser donc la partie en bois qui s'appelle la corne ici. On va l'amener donc à l'oblique comme ça en haut du mât. Donc ça, c'est une manœuvre qu'on va faire ensemble. C'est-à-dire qu'il va falloir tirer simultanément ensemble ces deux drisses. Jacques, le capitaine, et les adultes du bord ont eu beaucoup de travail lors de l'escale guyanaise. La fleur a beaucoup souffert des pluies et de l'humidité après la sécheresse africaine. Il a fallu la repeindre entièrement et recalfater le pont. Tout le monde attendait ce moment avec impatience. On va naviguer. La première navigation nous emmène aux îles du Salut, dernier vestige du tristement célèbre bagne de Guyane. Première nuit. Bon, pour certains de vous, là, cette nuit, ça va être la première nuit en mer sur un bateau. Donc sur un bateau, il y a certaines consignes de sécurité à respecter. Le grand risque, c'est de tomber à la mer. Donc la nuit, c'est encore pire que de jour parce qu'on aura beaucoup de mal à vous retrouver. En sécurité, donc vous avez chacun une veste de quart, comme à Jérôme là. C'est une veste de quart flottante, donc si vous tombez à l'eau, non seulement elle vous tiendra chaud, mais en même temps elle vous fera flotter. Si jamais il y en a qui sont malades, ce qui peut arriver, bon là la mer est assez calme, mais s'il y en a qui sont malades en bas, et tu viens pas vomir ici à l'avant quoi. Tu vomis à l'arrière, que tu sois toujours en vue des gens qui sont de quart. Surtout si t'as pas le temps d'enfiler ta veste de quart. Naviguer, c'est d'abord dépasser le mal de mer pour assurer les corvées. Nettoyage du pont, cuisine pour 15 personnes et vaisselle, ménage, et bien sûr les quarts, de jour comme de nuit. Salut. Bien dormi? Qu'est-ce qu'il prend là-bas? Tu commences? Bah, tu fais les 140. D'accord. Non, 120, pardon. Tu fais les 120. Il n'y a pas de bateau. On marche un peu mieux qu'hier, hein, calme-toi. Philippe, l'intellectuel du groupe, prend le premier quart du matin. Sophie le relaiera au lever du soleil. Les voyages en mer laissent du temps libre et tout le monde se dépêche de lire les nombreux ouvrages et témoignages écrits sur ces lieux maudits. Pour l'instant, c'est le début, donc on n'est pas encore trop dans le rythme à fond, quoi. Enfin, ça vient petit à petit, on se rend compte qu'il y a beaucoup de travail. Donc on s'y met, quoi. On fait environ 2-3 heures de scolaire par jour. En moyenne. Ouais. Sinon, on fait aussi d'autres travaux intellectuels, parce qu'on n'a pas que le scolaire. Mais bon, comme on est tout seul, ça va aussi un peu plus vite le scolaire. Parce que déjà, c'est pas, on n'explique pas toute une classe, on n'est pas 30 élèves à travailler sur un truc, on est tout seul. Donc ça peut aller un peu plus vite. Pour les difficultés, on a des adultes à bord qui nous aident. Sinon, en dehors du scolaire, on a aussi des textes pour le livre qu'on fait.
qui nous prend déjà beaucoup de temps. Et on travaille aussi sur le film et puis sur des renseignements. On étudie le pays où on est quand même. On va aller à l'île du Diable. Ouais, là où était Dreyfus et les déportés politiques. Ouais, il y a cette série de léproserie aussi, après la Première Guerre mondiale. Avant. Non, après. Avant, ok, vas-y, après. Okay. Et Delphine, nous on fait la vie dans les cellules. Ouais. Donc ce qu'ils ressentaient, à quoi ils pensaient. Là, c'est l'île du Diable où était Dreyfus. Ouais. Et derrière, c'est l'île Saint-Joseph où étaient emprisonnés les punis en fait. On la voit pas encore. Les îles sont en vue. 3 cailloux posés sur l'océan. Une chuire de mouches, comme disait Albert Londres. Les jeunes ont hâte de découvrir ces lieux qu'Albert Londres, Papillon et d'autres décrivent comme un enfer. Après sa première navigation, le nouvel équipage se prépare à explorer l'île du Diable et l'île Saint-Joseph. Delphine, Anne-Claire, Jérôme et Philippe abordent l'île tristement célèbre où on enfermait les fortes têtes. À l'époque du bagne, entre 1850 et 1950, il n'y avait pas un seul arbre sur l'île afin qu'aucun radeau ne puisse être construit. Depuis 1952, date de sa fermeture, la végétation a envahi et détruit une bonne partie des prisons. Pour mieux s'imprégner de l'esprit des lieux, les jeunes ont décidé de bivouaquer dans les cellules. Attends, je rentre là. Là, c'est bien, on va installer un mec ici. Dans ces cellules exiguës sans ouverture et malsaines, peu de prisonniers résistaient aux maladies et à la folie. Alors Vas-y, monte, on va. Vas-y, monte, ouais. Je suis tombée, c'est pas grave. Alors, comment on fait? On dort où, là? Je sais pas, on dort à 5 là-dedans. On dormir dans le couloir aussi? Non, sans moi je dors pas dans le couloir. Et pourquoi? Parce que ça m'inspire pas confiance. Une phrase. Je sais pas, j'aime pas, ça fait... Je sais pas, je préfère être dans une cellule avec des murs. Non, même, c'est plus encadré dans les cellules, j'aime mieux. T'as qu'une issue à regarder, quoi. Après une nuit de pluie, ils ont une petite idée de ce que vivaient les bagnards jour après jour. Humidité, moustiques, maladies de toutes sortes et insectes mortels. Ces hommes affamés n'avaient pas le droit de s'allonger dans la journée. La puissance de la végétation laisse imaginer la faune qui venait s'ébattre dans les cellules. Même cet arbre semble vouloir s'évader. Normalement, une peine de prison, bon, c'est... Il y a un gars qui fait une faute, bon, on l'enferme, mais pour le punir, quoi. Je veux dire, alors qu'ici, on enfermait les gens, mais en fait, c'était vraiment pour... Ils mouraient, quoi, c'était vraiment pour s'en débarrasser. Quand on sait qu'ils venaient ici, ils vivaient pas plus de 2 ou 3 mois, je veux dire, on n'avait vraiment pas l'intention qu'après, ils reviennent en France, quoi, ou n'importe où. Jamais je n'aurais pu supposer ni imaginer qu'un pays comme le mien, la France, mère de la liberté dans le monde entier, terre qui a accouché des droits de l'homme et du citoyen, puisse avoir, même en Guyane française, sur une île perdue dans l'Atlantique, grande comme un mouchoir de poche, une installation aussi barbarement répressive que la réclusion de Saint-Joseph. Souvent, quand on voit ces cellules, on a un sentiment quand même de peur. On pense à tous les bagnards qu'ils ont vécu là-dedans, on se dit, mais c'était quand même assez inhumain. Et pour la première fois, je vois le bagne. Ils sont là, 100 hommes, tous la maladie dans le ventre. Ceux qui sont debout, ceux qui sont couchés, ceux qui gémissent comme des chiens. On sent quand même des fois que la France est la honte, parce que bon, le bagne, c'était une époque importante dans l'histoire, ça a fait quand même 100 ans. Et on n'a pas ça au programme de l'école, en histoire ni rien. Donc on peut se dire quand même que ça représente pour la France une certaine honte
et qu'on veut pas en parler, quoi. Il n'avait pas peur. Entre la liberté et le bagne, il peut y avoir la mort. Il n'y a pas la peur. En avril 1895, un dénommé Alfred Dreyfus, traître à sa patrie, y débarquait. Dès lors, cette chure de mouches perdue dans l'océan allait devenir aussi célèbre que les 7 merveilles du monde. 14 hectares pour un détenu, une surveillance accrue, inhumaine, et une affaire qui allait diviser la France. L'île du diable entrait dans la légende. Là, je suis devant la cellule de Seznec. Alors, à l'époque, il était accusé de meurtre. Maintenant, on sait qu'il est innocent. Et il fait partie des nombreux innocents qui ont été condamnés au bagne. Il y a eu Dreyfus, Dieudonné. Et avant de venir ici, ma grand-mère m'en a parlé parce qu'elle a suivi le débat. Et ça fait drôle quand même de se retrouver ici. Donc, surtout que je suis de Bretagne, donc Seznec c'était un breton. Non, ça fait quelque chose quoi. Même si le paysage des îles du Salut est plutôt idyllique, les cocotiers, les rochers, la mer, moi j'arrive pas à oublier que tout le passé des îles, tous les hommes qui sont passés par là et qui ont crevé dans des conditions inhumaines. On a vraiment un passé pourri quoi. D'ailleurs je vois pas vraiment comment on peut oublier. La Fleur est en Guyane, mouillée à l'embouchure du fleuve Maroni au bord de la mer. Pour remonter au cœur de la forêt, nous avons quitté la Fleur. Par petits groupes, nous avons rejoint le village d'Antekumpata où vivent des Indiens Wayana. Ce village est situé sur une île au milieu du fleuve Maroni qui marque la frontière avec le Suriname. Plongés depuis toujours dans une des dernières forêts primaires de la planète, les Wayana vivent essentiellement des ressources de la forêt. Quand j'étais en France et que je savais que j'allais partir chez les Wayana, j'avais pas tellement d'idées sur leur comportement, sur leur caractère, sur leur gentillesse que j'ai découvert après. Et dire que je croyais qu'ils allaient être un peu plus réservés. Mais en fait, quand on est arrivé, c'est surtout les enfants qui sont spontanés. Et on a commencé à discuter, comment tu t'appelles. Alors, ils prononçaient nos noms d'une drôle de façon, avec leur accent et tout. Puis après, ils nous ont trouvé des surnoms. Donc c'est comme ça, l'amitié commence. Dès le premier jour, on voit qu'ils s'intéressent vraiment à nous. Je pense qu'ils n'ont pas été déçus parce que parler ensemble comme ça et Aimé m'a dit c'est la première fois que je vois des Palacici qui s'intéressent autant à nous. Palacici, c'est l'île Blanc. À peine arrivés, nous accompagnons un groupe qui part chasser et pêcher pour une semaine dans la forêt. Ils ont tous des surnoms ici. Par exemple, Mawaima, ça veut dire la grenouille qui chante sous la pluie. Mimisiku, c'est pisse de chat. Yoyouet, c'est caca de lézard. Même lui, ils nous ont trouvé des surnoms. Il y en a par exemple. Edouard s'appelle Alimiouet, ça veut dire caca de Kwata. Moi, c'est Mohak, c'est moustique parce que j'ai été dévorée. Ou Kutukipak, c'est une grenouille qu'on mange. Ils adorent rire. Hein. Ils sont très moqueurs. Au moindre petit truc, ils rigolent. En remontant, quelques iguanes chassées le long des berges alimenteront le premier repas au bivouac. Pour les jeunes, c'est l'apprentissage de la pose des hamacs. Ce bivouac est souvent utilisé par les habitants d'Antekoum quand le gibier ou le poisson manque au village. Mimisiku, lui, prépare ses flèches. À travers la forêt, les seules voies navigables sont les fleuves qui rayonnent sur tout le territoire guyanais. Avant que les esclaves évadés ne leur apprennent à construire des pirogues, les Indiens se déplaçaient à pied, abattant des arbres pour traverser les fleuves.
Les gymnodes ou poissons électriques et les aïmaras, sortes de gros carnivores, sont les espèces les plus pêchées à l'arc. À la ligne, les poissons les plus courants sont les silures ou les piranhas qui, contrairement à la légende, n'ont mangé aucun d'entre nous. Laisse comme ça. Mimi Sikou, c'est un Indien, donc j'ai vécu dans sa famille pendant 3 semaines et demie. Il a beaucoup d'humour, il aime bien discuter, rigoler. C'est agréable, quoi. Le courant, il passait vachement bien. Puis c'est un chasseur très très bon. Donc les rares fois, enfin les fois où je suis allée à la chasse, à la pêche avec lui, c'était vachement impressionnant. Vamos, fraise. Une fraise. Hein? Tele. Oh. Ah, mais. Sikou, il les a à tous les coups dans la tête. Ce qui m'a étonné un peu, c'était comment il voit le poisson. Parce qu'il était à 20 mètres du poisson, il le voit. Alors il s'approche tout doucement, puis alors il bande son arc, puis la flèche rentre sous l'eau. En Guyane, on compte 450 espèces de poissons. En métropole, seulement 60. Un bel exemple de la biodiversité de la forêt guyanaise. Ça fait bizarre, quoi, parce que moi, quand je l'ai chez moi, en fait, c'est des tranches. Donc je n'imagine pas du tout la bête elle-même. Donc là, il y avait plein de sortes de poissons différents. Je sais pas, tu vois ton repas du début jusqu'à la fin. On t'amène le poisson, tu l'écailles, tu le nettoies, tu le vides, tu le fais bouillir, etc. Tu vas le faire boucaner, Koumaya? Oui. Ça n'a pas la même valeur, peut-être. Quand tu l'achètes dans un magasin, c'est du poisson, c'est de la nourriture, quoi, c'est tout. Le boucan, comme à Antekoum et en forêt, tu ne trimbales pas ton frigo avec toi. Donc le poisson, tu peux pas le conserver plus d'un jour ou deux. Donc quand on part en forêt, on faisait comme une espèce de petite table avec des branches, un peu. En dessous, on faisait un feu. On déposait le poisson sur les branches pour qu'il prenne la fumée. Et on pouvait le conserver jusque pendant une semaine. C'est le début de la saison des pluies. 2 mois plus tard, les chemins seront impraticables et le fleuve dangereux. Le plus important est de surveiller le boucan. Le poisson ne doit pas se mouiller et le feu doit rester allumé quoi qu'il arrive. 6 heures du matin, le campement s'éveille. Déjà, Mimi Sikou dialogue avec les oiseaux. Les perroquets sont les animaux domestiques préférés des Indiens. La rivière est un lieu de rencontre privilégié. L'eau y est très chaude. On s'y baigne et on s'y lave plusieurs fois par jour. Son niveau varie tout au long de l'année. Lors de notre séjour, elle est quasiment à son cours le plus haut, ce qui la rend facilement navigable.
C'est le commun ça, Younes? Oui, commun ça. Bon. Alors... Yann. Deux. Les deux? Oui. Voilà. Comme ça. Ah ouais, tu fais une tresse après quoi? Oui, comme ça, après, Comme ça. puis comme ça. D'accord. Ça. Les Wayana m'ont appris qu'il fallait être disponible aux autres parce que eux sont toujours disponibles pour nous montrer quelque chose, tandis que moi, bon, j'ai jamais le temps ou bien je attends un petit peu, tout ça. En fait, je le fais jamais. Ils sont à l'écoute des autres, ils aiment bien parler. Ils sont beaucoup moins pris par le temps. Nous, on est tout le temps pris par le temps, travail, stress, tout ça. Tandis qu'eux, non, ils sont beaucoup plus détendus, plus lents dans leurs gestes. Et ils le font mieux que moi, quoi. En fait, c'est un sac à dos, hein, c'est ça? Oui. Comme le sac à dos? Ça? Ouais. Oui. Tu mets le gibier dedans? Oui, tout. Gibier, pakia. Ouais, baboune. Baboune. Iguane. Non, pas iguane. C'était pas tout. Voilà. Et voilà. C'est bon? Super, c'est génial. Les Wayana ont une très grande connaissance de la nature et savent utiliser les richesses de la forêt. Ces lianes servent à pratiquer une pêche particulière, la nivrée. Écrasées, elles produisent un jus toxique qui enivre les poissons et permet de les attraper facilement. Les katouris, ou sacs à dos végétaux, peuvent peser jusqu'à 50 kg lorsqu'ils sont chargés. Les Wayana, hommes ou femmes, sont très résistants et peuvent les porter sur de très longues distances. Je me suis demandé si j'allais me baigner puis de boire de l'eau. En plus, j'ai faim, faire de chaud. Je me suis baigné 2 ou 3 fois. Et ouais, tu te marres, je vois. T'as tout oublié. J'en peux plus. Ici, là? Oui. C'est ça qu'il faut faire pour vivre vraiment avec les Indiens, quoi. C'est pas en les regardant faire. Faut vraiment participer à tout ce qu'ils font, même quitte à en chier comme ça, mais on a une certaine satisfaction après. Ça fait du bien. J'en pouvais plus. Je sais pas, j'avais peut-être 30 kilos sur le dos. Je transpirais, j'avais faim, soif et tout. Puis il y avait Yoiwet qui me disait allez, 30 minutes seulement, plus que 30 minutes, 2 km. Ouais. Puis toutes les 5 minutes, je lui demandais combien il restait, tout ça, mais j'en peux plus. Après cet apprentissage de la vie en forêt, les jeunes, fatigués mais heureux, redescendront au village pour vivre en famille et découvrir la société Wayana. « 7 heures du matin. Les enfants des villages alentours arrivent au village d'Antekoum après avoir descendu les rapides. Il n'est pas rare qu'ils arrivent à l'école avec leurs cahiers mouillés après s'être retournés dans le passage des seaux. Les jeunes de la fleur vivent au village depuis maintenant 3 semaines. C'est l'heure de la toilette. Quand j'allais me baigner dans les seaux avec des petites de 6 ans, il y avait quand même quelque chose de fort, quoi, entre moi et les enfants qui étaient avec moi. Parce qu'ils étaient accrochés à moi, j'étais accrochée à eux. Et c'est un apport mutuel, quoi. C'est l'amitié entre 2 personnes d'un monde différent, mais du même monde quand même. Et ça, c'est fort pour les deux, je pense. Bon, c'est sûr aussi qu'on leur apporte pas que forcément des bonnes choses, parce que nous, on arrive dans les familles avec nos sacs, avec des choses qu'eux n'ont pas forcément. Et ça ne fait que les tenter encore plus de partir vers le monde occidental, quoi.
Donc on participe un petit peu aussi à cette tentation. À l'école, 2 instituteurs assurent l'enseignement de la maternelle à la 5e. Ceux qui veulent continuer leurs études iront en pension à Maripasoula, plus bas sur le fleuve. Pêche. Bon, on va voir comment tu l'écris. Vas-y. Ah, très bien. Alaou et Toumine pêchent dans la rivière. Vous avez mis quoi, les autres? Et ensuite, il y a une faute. 2 fautes. Les 2 premières années d'enseignement se font en Wayana pour aider les enfants à intégrer le système scolaire. Donc doucement, et Wataï. Donc doucement, vous lisez. Voilà. Bon, ben, on va se lever, vous prenez les cibles. Tu prends ton arc, vous prenez les arcs. D'accord. Cours de gymnastique. Le tir à l'arc est toujours très pratiqué, bien que la chasse se fasse maintenant essentiellement au fusil. Alors on va commencer le concours. Je compte 2 points quand la flèche est plantée dedans. 1 point quand elle touche. Et des demi-points si c'est presque ça. Moi, personnellement, j'ai pas essayé de tirer à l'arc parce que, bon, chez les Indiens, c'est plutôt les garçons qui tirent à l'arc. Moi, je restais surtout avec les femmes, je dépeçais le poisson, je râpais le manioc, je faisais le travail de femme, quoi. Ouais. Aligné. Bon, 0. De leur côté, les adultes vont travailler en forêt. Le village d'Antekumpata a été créé par André Cogna à la fin des années 60. Ce Français d'origine avait choisi de rejoindre les Amérindiens de la forêt amazonienne pour adopter leur mode de vie. Le village Antekumpata est situé sur un endroit très, très joli, c'est un peu pour ça que j'ai choisi l'endroit. Et c'est vrai qu'au point de vue terre agricole, on a quelques difficultés. Dans la mesure où on a des rapides qui sont à côté, puis tout près du village, on a des terres qui sont assez mauvaises au point de vue agricole. Donc on ne peut pas utiliser ou le manioc pourri. Alors il faut aller relativement loin, puisque autrefois le village aussi pouvait se déplacer en fonction du terrain. Et maintenant on a un village qui est relativement fixe parce qu'il est important, parce qu'il y a une certaine infrastructure. Alors on est obligé de choisir des terrains agricoles un petit peu de partout et parfois un peu éloignés du village. Depuis, il s'est marié, il a 2 enfants. Ici, le sol est très très pauvre. Toute la richesse, c'est contenu en litière. Donc la litière, c'est ça, c'est toutes les feuilles, les branches qui tombent et puis qui vont pourrir. Et alors, ils sont décomposés rapidement. Donc tu vois qu'il n'y en a pas épais quand même. Hein. Là, on arrive à un endroit où on trouve des grosses graines. Et certaines ne peuvent pas germer si elles n'ont pas été mangées par un animal. Parce que les sucs gastriques, ça va attaquer la coque et lui permettre de se décomposer. Et puis tout de suite après, on arrive aux premières racines. Il y a des insectes. Alors ici, on voit que la terre est riche parce qu'il y a pas mal d'humus. Là, il y a une couche où la terre est assez brune parce qu'elle contient beaucoup de particules organiques. C'est là où on trouve le plus de radicelles. Et puis en dessous, plus on creuse, plus on arrive à un sol de terre très pauvre qui ne contient plus d'éléments fertiles. Et ça explique pourquoi la forêt se détruit très très vite. Si on coupe les plantes, tout ça va être décapé par les pluies en 2-3 ans à toute allure. Et après, il ne restera plus qu'un sol extrêmement pauvre. Dans cet environnement difficile, les hommes du village s'entraident. C'est une des règles de la vie sociale wayana. Là, on est en train d'abattre tous les arbres un peu plus gros. Parce qu'il y a quelques jours, on a abattu tous les buissons. On a bâti, c'est une plantation qui servira pour la production agricole d'une famille. Pour un abattis, il faut tout abattre, ensuite brûler, de façon à ce que le soleil laisse de la place au soleil, enfin pour le manioc, enfin tout ce qu'on va planter, de pousser. Je veux dire, si on plante dans un sous-bois, ça poussera mal. On coupe, ensuite on laisse sécher et on brûle. Et le brûlis enrichit, donne un certain enrichissement à la terre, et ce qui permet de planter, d'avoir des plantations à peu près normales.
Ce travail doit obligatoirement être renouvelé tous les 2 ou 3 ans à cause de la pauvreté des sols et des attaques d'insectes. Autrement, le sol est très vite délavé avec les pluies torrentielles de la saison des pluies, quoi. Alors, toute la bonne couche s'en va très vite. Alors, il faut, comme ça, changer systématiquement. Et normalement, on ne devrait pas reprendre un ancien abatis avant au moins une dizaine d'années, quoi. La forêt primaire, c'est l'aboutissement de millions d'années d'évolution. C'est là qu'on a la diversité, qu'on a les espèces susceptibles de donner des nouveaux médicaments, qu'on a tout le patrimoine faune et flore, qu'on peut avoir 400 espèces d'arbres à l'hectare. Et c'est ce genre de forêt qu'il faut protéger. Les peuplades indigènes, c'est un cas particulier. À la limite, eux, ils ont évolué avec, ils sont là, ça peut leur appartenir dans une certaine mesure. Eux, ils font pas de dégâts. De toute façon, c'est comme les Indiens ici. J'imagine que les dégâts sont tout à fait limités et que si de temps en temps, ils abattent un attelle, un singe araignée, c'est pas ça qui met en péril, de toute façon, les singes araignées. C'est pas eux qui la détruisent. De toute façon, c'est pas les peuples qui vivent depuis longtemps, souvent en équilibre avec. Jusqu'à maintenant, dans la forêt amazonienne, les plus grands dégâts ont été causés par les chercheurs d'or et les éleveurs de bétail. C'est pas parce que c'est vert et que c'est une forêt que ça vaut la peine de protéger. C'est la forêt primaire qu'il faut protéger et la différence est subtile quand on ne connaît pas. Gaël et Yann étudient avec Daniela et Vincent la régénération de la forêt primaire. Ici, ils réalisent un transect. Sur cet abatis abandonné il y a 17 ans, ils étudient les espèces qui ont repoussé. Cette forêt secondaire mettra au moins 400 ans avant de redevenir forêt primaire. La plus grande difficulté est de déterminer les espèces prélevées. Gros numéro balèze, tu marques D à 267e, la 260e plante sur ce transect-là qui fait 10 mètres sur 100 mètres. 2 mètres sur 100 mètres. Voilà. Donc je prends une feuille du journal, j'écris DA et le numéro de la plante. Je mets la feuille dedans. En général, par exemple, les plantules, vu qu'ils n'ont ni de fruits ni de fleurs, l'écorce n'est pas encore très bien caractéristique. Ça va être, disons, l'analyse à faire dessus, c'est trouver un nom. D'accord. Les Wayana, ils tirent beaucoup de choses de la nature. Leur nourriture, leur habitat, leur habit. Et ça, je pense qu'ils peuvent le faire encore maintenant parce qu'ils ont su la respecter. C'est-à-dire, ils savent que si la nature, ils ne la détruisent pas, ben, elle peut leur donner tous leurs besoins pour vivre quasiment. Et c'est vrai, moi, là où j'habite, à Lyon, donc c'est la ville, les immeubles, les voitures. Je me suis jamais servi de la nature pour quoi que ce soit. Et j'ai jamais su réellement ce qu'elle pouvait m'apporter. On en a encore une là-bas. Oui. La première que t'as prise. Ah bon? Bah ouais, à l'entrée du village. C'est bon, mais il y a combien? C'est de 12, 13. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13. Mimisiku, ben, c'est quand même un Wayana qui restait un peu traditionnel. Il préférait que j'aille avec Kumaya, sa femme, que je fasse le travail des femmes. Il me plaçait plus en tant que femme Wayana que blanche. Après les travaux physiques du matin, l'après-midi est en général consacré à l'artisanat ou aux travaux ménagers. Tout le monde se retrouve à l'ombre du carbet. Mimisiku, par exemple, est spécialisé dans la vannerie. Donc il fait des choses comme ça. Autrement, tous les hommes du village savent se débrouiller pour faire, par exemple, un katuri comme ça, pour transporter le gibier dans la forêt. Les petites choses usuelles comme ça. Mais les vanneries compliquées comme celle-là, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui savent le faire. Chez les jeunes, ça semble être en perte de vitesse parce que
Donc déjà, il y a la civilisation des Blancs qui arrive. Donc ils savent pas trop se situer, ils savent pas trop à quoi s'intéresser. Les derniers encore à s'intéresser, à pratiquer la vannerie, ils ont environ de 18-19 ans. Mais les garçons de mon âge, ils savent pas faire. Ceux d'entre eux qui ont suivi un enseignement scolaire doivent maintenant trouver un nouveau mode de vie. Si j'en ai l'argent, je préfère pour aller à une autre ville, par exemple Cayenne, Paris, etc. En fait, tu as envie de voyager. Oui, voyager. Pour acheter des choses. Kuliaman est spécialisé dans la réalisation d'objets symboliques et religieux. Ici, il remet en état la coiffe traditionnelle portée lors des cérémonies d'initiation. Elle est constituée de plumes de nombreux oiseaux et en particulier d'ara, les perroquets multicolores les plus connus. Il l'essaie sur la tête de son petit-fils. 2 générations, 2 vies, 2 cultures déjà si différentes. Enfin, dans les livres en général sur les Wayana, on voyait qu'ils étaient fiers d'eux, fiers de ce qu'ils étaient, alors que les jeunes maintenant, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup honte, qu'ils ont honte de ce qu'ils sont, et ils ont envie de s'évader. Là, c'est le dernier jour, alors on est triste de partir, quoi. Comme on a du mal à se séparer d'eux, ça montre bien que c'est des gens d'une qualité exceptionnelle. Je pense que j'essaierai de revenir. La fleur de l'Ampole est en Guyane depuis 3 mois maintenant. Elle mouille en face du village Galibi de Koswin. Les Galibis sont des Amérindiens, les premiers occupants du sol guyanais. Le village de Koswin est l'un des plus traditionnels. Il est aussi le plus isolé, situé sur une île entre la France et le Suriname. Souvent, là, je reçois des lettres de copines qui me disent « Alors, t'es chez les sauvages ?» Bah non, c'est pas des sauvages. C'est vrai qu'avant de partir sur la fleur, les Indiens, je savais pas trop ce que c'était, en fait. J'étais même pas sûre qu'il en existait encore vraiment. Et c'est vrai que là, j'ai une image complètement différente de eux par rapport à ce que j'avais avant. C'est pas parce que moi, en France, je vais à l'école tous les jours que je saurais plus de choses qu'eux. Moi, on me dépose en plein milieu de la forêt amazonienne, laisse tomber, quoi. Yann et Gaël ont rendez-vous de l'autre côté du delta avec Yankee, un vieux Galibi né en France. Il a choisi de vivre au Suriname, renonçant au RMI et subventions de toutes sortes. Comme beaucoup d'anciens, il n'aime pas la vie en France et préfère la modeste existence que lui procure sa pêche et son abattis. Première tâche, mouiller le filet de 400 mètres qu'il manipule d'habitude tout seul. Je fais une semaine à la maison, après je pêche encore. Deux fois, une fois. Une semaine sur 2 Oui. C'est pas tous les jours que je pêche. Et pourquoi ils pêchent pas à Koswin? Non. Pourquoi? Le feignant. Oui. Les Français, ils sont feignants. Ah ouais. Ah ouais. En attendant que les poissons trouvent le filet, ils vont ramasser des palourdes en pleine mer sur un banc de sable qui se découvre à marée basse. Un piquant, oui, un tour dans les porcelaines, de l'eau, pour c'est avec les comme ça. Ouais, tu creuses dans le trou? Oui, il y en a plus. Il y en a tout. Et avant, j'étais joué à le football. Les communes, de toute façon, je jouais du football. Puis j'habitais pour Galibi. Je prends à présent, je reste en Galibi. Ouais. Mais il y en a en famille là-bas, beaucoup, oui. Tu nous as dit que tu étais venu chercher ta femme ici. Ah oui, j'ai cherché une femme ici. Quand tu regardais les belles femmes, tu étais là. Oui. Comme ça, c'est la vie, quoi. Ah, ouais. Toi, tu es français? Oui. Tu as passeport quel... Non, il n'y a pas de passeport.
Pas de passeport? Non, il n'y a pas de passeport. Mais avant, il y en a des passeports, mais j'ai oublié pour... Je mettais un passeport, les passeports sont finis. Bon. La pêche est maigre. D'après Yankee, ça n'a pas toujours été le cas. Il est difficile de contrôler les frontières et nombre de chalutiers industriels viennent poser leurs filets près du village. Les Indiens sont au travail. C'est blanc, ça fait clair à toute la machine. Tu as pris? Non. Voilà, il cache bien, hein? Hop! Quand il n'y a plus d'essence, on grée la voile fabriquée avec des sacs de riz. Avant, il y avait beaucoup de poissons. Oui, avant, il était que les poissons. Et pourquoi il n'y a pas de poissons maintenant? Le Suriname, les canaux, ils viennent, les pêcheurs ici, là. Les filets comme à 50 km. Oui, ils donnent dans l'eau. Oui, comme ça, tous les poissons, ils sont partis, quoi. Aujourd'hui, Yankee ne ramène pas de poissons à vendre, uniquement de quoi nourrir sa famille et les invités du jour. Chez Yankee, Gaël profite du hamac en compagnie du singe. Madame, elle comprend bien. De retour sur la fleur, Yankee nous racontera son regret d'une époque où la solidarité et le partage étaient les règles de la communauté. De son côté, Édouard accompagne Roger et Didier pour une pêche très particulière. Il faut d'abord s'éloigner du village si l'on veut trouver du poisson. Pour cela, il remonte les boulons de ce grand delta où la mer rencontre le fleuve. C'est un véritable labyrinthe et il faut bien connaître les marées pour accéder à ce coin perdu. Arrivé sur le lieu de pêche, on cherche d'abord à se nourrir. Presque toutes les graines de cet arbre renferment une larve dont les poissons sont friands. Il a dit que c'est toi mon bon ami. On ne pêche pas toujours ce que l'on veut et c'est un caïman qui aura la malchance de mordre à l'hameçon. Il sera sauvé du grill par sa taille. Au petit matin, après un bivouac sous moustiquaire, nous partons pour une pêche rare d'un poisson célèbre en Guyane, l'atipa. Le papa finit la fabrication d'un panier qu'il a commencé dans la nuit. Ça y est, là. Près de chez moi, il y a une forêt. Je n'avais jamais observé la façon dont on respire les arbres, la vie dans une forêt, et je l'ai fait en Guyane. Et on cherche tout le temps à le faire, à aller loin pour faire quelque chose, alors qu'on peut très bien le faire tout près de chez soi. On va nettoyer ça. On va nettoyer ça. Bien, on va nettoyer là, partout. Et puis après, on va mettre les filets. Après 2 heures de marche dans les marécages, nous arrivons dans un sous-bois que rien ne distingue du reste de la forêt. Une mare apparaît. On pose le filet dessus. Les atipas sont là en grand nombre.
Pour ajuster le filet, Roger plonge alors dans une eau qu'aucun de nous ne voulait goûter. Il ramasse en même temps quelques poissons pour le repas de midi. Je n'avais jamais pêché, je m'étais jamais intéressée aux sortes de poissons, tout ça, techniques de pêche. Et j'ai découvert que j'aurais très bien pu le faire. C'est prendre une ligne et mettre un hameçon au bout, puis aller chercher le poisson. Et je me suis rendu compte que je ne l'avais jamais fait, parce que chez nous c'est un peu la facilité, on va acheter le poisson, puis on ne se préoccupe pas de qui l'a pêché, comment ça se passe. Aïe, aïe, aïe. Ce poisson n'est pas recouvert d'écailles mais d'anneaux osseux. C'est une espèce très ancienne et très convoitée. On le trouvait jadis en mer mais il en a disparu. Quelques spécimens auraient été déposés ici dans la forêt lors des grandes marées. Protégés de leur principal prédateur, l'homme, ils ont pu s'y reproduire. On peut très bien rester indien au XXe siècle avec un pantalon, un t-shirt et puis en allant travailler et en gagnant son salaire. On peut rester indien dans l'âme en croyant comme un indien autrefois, en réagissant comme un indien. Et puis on ne peut pas dire qu'un indien n'est plus indien parce qu'il porte un pantalon et un t-shirt. Sur la route, on croise le dernier bateau de transport de bagnards qui progressivement se transforme en île. Roger et Didier sont contents. Leur pêche leur permettra d'aller au marché de Saint-Laurent-du-Maroni plus haut sur le fleuve. Pour nous, c'est manger de la tipa, c'est se payer un petit luxe, quoi. Et puis pour la qualité. Un tipa coulant, bon, et puis en plus c'est quelque chose qui est en voie de disparition, ça. Avant, il y en avait sur les littorales, mais maintenant, ça a disparu, ça. C'est la coutume, c'est des trucs, ce sont des poissons, c'est la coutume. Moi, j'ai été élevé que, bon, ben, avec ça, bon, je sais que c'est très bon, mais en plus, c'est rare, ça. C'est des jeunes façons de quitter l'assistanat, et puis, bon, ben, de s'éloigner un peu de la délinquance. Et surtout, ça va leur permettre de conserver leurs coutumes, tu vois. Avec ça, ils peuvent rester chez eux, tu vois. Ça va les éloigner un peu de la ville, tu sais, la modernisation de la ville, tu vois. Tout ça. Si la notion de partage aujourd'hui est mise de côté, c'est parce qu'effectivement l'argent a pris de l'importance. J'ai gagné 30 francs. Non, en tout. En tout 200. 250 de poissons. Et ça on a gagné. Maintenant on va acheter de l'essence, notre affaires, du riz et puis du pain, tout sucre, et tout, c'est fini, sel, c'est fini. Et après il n'y a plus rien. Et il n'y a rien encore. Si on ne fait pas attention, on choisira un mode de vie catastrophique pour les gens. Les gens, bon, soit effectivement vous préférez que préserver un certain nombre, soit complètement, bon, intégrons la société de consommation. Et il y a donc Et déjà ici il y a des problèmes de drogue, de délinquants, de ceci. Hein. C'est encore à petite échelle. Il y a des choses qui montrent qu'il faut effectivement être optimiste. Hein. Il y a quand même une prise de conscience au niveau de l'identité, de la culture qui... Mais il ne faut pas non plus dire que c'est la culture, la revendication identitaire qui va tout faire. La Fleur va maintenant quitter la Guyane pour rejoindre Panama à la rencontre des Indiens Kuna.